Donc, bonjour tout le monde, content de vous voir. En fin de semaine, la première ministre a annoncé que la CAQ allait remporter la prochaine élection et que pour y arriver, elle choisissait elle arrivait avec une panoplie d'annonces. Et ces annonces, c'est essentiellement la même recette que ce qu'on connaît de François Legault lors de l'élection de 2022, c'est-à-dire utiliser les fonds publics pour tenter d'acheter des votes. L'argent, c'est facile à imprimer, mais ça a des conséquences après. Et à chaque élection, ce qu'on a vu de la CAQ, c'est la même chose, c'est faire des promesses, mais sans se soucier des effets réels, de sorte qu'après l'élection, on se retrouve avec de réelles conséquences, puis des changements de cap et des coupures parce que on dit des choses juste avant l'élection, mais ça ne reflète pas vraiment ce qui va se passer par la suite. On savait déjà que Christine Fréchette était plus dépensière comme ministre de l'Économie que Pierre Fitzgibbon. Donc, si vous analysez combien de subventions Pierre Fitzgibbon a donné à des entreprises par mois de gouvernance, Christine Fréchette se trouve à être plus dépensière. Et là, en une journée, elle vient de mettre au jeu 690 millions de dollars qui s'accumulent aux 226 millions des semaines précédentes. Donc, c'est la même chose que sous François Legault. On peut parler du gouvernement Legault-Fréchette, qui aurait été dans une continuité pendant 8 ans où les fonds publics servent d'appât électoral. Et c'est une stratégie que je juge irresponsable et c'est les Québécois qui vont devoir payer la facture, comme pour les élections passées. Et donc, on a hâte au prochain scrutin pour en découdre. Voilà. Pourquoi un sandwich? Pourquoi les sandwichs? Ouais. Ben, c'est-à-dire que c'est une publicité sur le bilan de la CAQ. Et une publicité avec l'humour. Moi, ce serait ça ma question. Pourquoi la CAQ? Pourquoi pas le Parti libéral, étant donné que c'est lui qui vous talonne en ce moment? C'est pas la CAQ? Pourquoi la CAQ? Évidemment parce qu'ils sont au terme de 8 ans de gouvernement. J'ai entendu une analyse comme ça au passage qui disait c'est une publicité négative de la nouveauté. Allez voir la publicité de 1976 de René Lévesque et du Parti québécois quand on passe les balais en disant « ça suffit la gouvernance du Parti libéral de Bourassa ». Mais donc, c'est pas une pub négative, selon vous? Il n'y a rien de nouveau. C'est une pub qui porte sur le bilan réel de la CAQ, qui est catastrophique en termes de gaspillage, d'improvisation et de promesses brisées. Et vous en conviendrez, il y a quand même une touche d'humour. En tout cas, moi, les commentaires que j'ai à date. Stress, là, parce que là, vous venez de vous payer une publicité à quelques dizaines de milliers de dollars pendant un match de hockey qui est probablement l'événement le plus écoutant télévisuellement actuellement au Québec. Il commence à vous stresser là, si vous choisissez là. Pas que vous allez trouver cette publicité-là partout, là, sur tous les réseaux au cours des prochaines années. Vous avez choisi de la diffuser à heure de grande diffusion, dans le grand rendez-vous télévisuel. Attendez-vous qu'il y ait d'autres publicités après, parce que nous sommes en pré-campagne électorale. Ma question, il vous stresse? Non, on veut juste s'assurer que le bilan de ce gouvernement-là soit... ce gouvernement Legault-Fréchette a bel et bien un bilan de gaspillage des fonds publics éhonté et de promesses brisées de changement de cap qui démontrent une improvisation. Donc, c'est un message parmi plusieurs que vous allez voir dans une séquence qui est normale. Sur les dépenses de Christine Fréchette, vous avez vous-même, par exemple, proposé au cours des derniers mois des façons de réduire le prix de l'essence, par exemple. Oui. Donc, c'est ce que fait Christine Fréchette avec l'une de ces mesures-là, en donnant un rabais sur l'immatriculation. Est-ce que c'est pas une bonne idée? Qu'est-ce qui fait que c'est électoraliste quand c'est elle qui le propose et que ce n'est pas quand c'est vous qui le proposez? Il faut voir les mesures prises toutes ensemble par rapport à ce qu'on nous a dit. Le ministre Girard a réservé une cagnotte qu'on appelait à l'époque la cagnotte Drainville-Fréchette pour les promesses de la course à la chefferie de chacun. Et moi, rapidement, avec l'équipe, on regardait ça et on disait, mais ça ne marche pas, ça ne rentrera jamais dans 250 millions. Si vous allez voir les crédits de la semaine dernière ou de la semaine précédente, lorsque je pose des questions au ministre Girard, je lui dis, ça ne rentrera jamais dans 250 millions. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez sorti la carte de crédit tout azimut? Et il a répondu avec un certain niveau d'arrogance en ne disant pas la vérité. Il m'a dit que je ne comprenais rien. Mais regardez le courriel qui est sorti, puis regardez ce qu'on apprend. On est complètement par-dessus ce qui avait été planifié. Et ça parle des finances publiques et de la gestion sous la CAQ, c'est-à-dire un gouvernement qui est prêt à tout pour se faire réélire. Il a la carte de crédit entre les mains. Puis c'est chic et chic. On est prêt à faire n'importe quoi pour garder le pouvoir parce qu'ils sont un parti de pouvoir. Donc, c'est normal, donc, qu'on dénonce cette improvisation de dépenses tout azimut. C'est pas tant une mesure spécifique
que l'ensemble des mesures qui, à l'évidence, visent à acheter Qu'est-ce qui aurait été responsable à l'électorat. faire? Qu'est-ce qui aurait été responsable? Bien, déjà qu'on était critique qu'il y ait une cagnotte électorale dans le budget de 250 millions, il me semble que le minimum aurait été de respecter ce budget de 250 millions. Et dans quel cas, quel est le rôle du ministre des Finances, là? Tu sais, le ministre des Finances, si je me souviens bien, il n'était pas d'accord avec Nordvolt. Mais il a fait quoi dans Nordvolt? Je sais que Christine Fréchette était d'accord avec Nordvolt, mais le ministre des Finances semble avoir à peine levé le ton. Là, même chose, il ne serait pas d'accord, mais ça a lieu pareil. Comment ça fonctionne? Donc, je pense que pour répondre à votre question, que le minimum de décence, déjà que c'est pas normal de laisser dans le budget une somme discrétionnaire de 250 millions pour les promesses électorales d'une course à la chefferie. La prudence élémentaire serait de respecter ce budget-là, puis là, on est complètement à l'extérieur. Ben, on est 86 millions à l'extérieur. Là, c'est vraiment trop, parce que le ministre des Finances essaie de relativiser en disant que c'est 0,02 du budget total de dépenses. Non, Québec. parce qu'il ne comptabilise pas toutes les autres promesses. Il m'a fait exactement ce traitement-là en commission. Nous, on a fait la liste de ces promesses. Puis il y en a qui ne sont pas chiffrées puis qui n'ont pas été annoncées. Mais j'y ai demandé, donc, est-ce que je comprends que toutes les autres promesses qui n'ont pas encore été chiffrées ont été abandonnées parce que c'est la seule façon que vous allez rentrer dans le budget, puis il n'y avait pas de réponse. Donc, je vais vous donner notre calcul, mais c'est sûr qu'on ne respecte pas le budget qui avait été imparti par le ministre des Finances. Et quand un ministre des Finances est rendu à mettre par écrit à la première ministre que ça n'a pas de bon sens, c'est probablement que ça n'a pas de bon sens. Vous auriez laissé tomber, vous, dans la liste Ah des non, choses? mais ça, je leur laisse leurs artifices électoraux. Là. Ça, c'est Quelle leurs affaires. importance accordez-vous aux parents de Louise Baudouin, Louise Arel, Monique Simard, des anciens députés du Parti québécois qui vous disent d'écouter les constats des Québec qui sont sortis ce week-end? Bon, on a pris connaissance du rapport. Je constate qu'en effet, plusieurs personnes ont commenté. Moi, je ne souhaite pas en rajouter. C'est un rapport qui, à sa face même, n'est pas destiné au Parti québécois. Une grande partie du rapport, en fait, porte sur l'état de la société civile au Québec. Puis dans quel cas, moi, j'ai confiance que notre façon de voir les choses, puis notre manière responsable d'aborder chacun des sujets, qui a toujours été responsable, va rallier les Québécois. Et on a toujours démontré notre capacité à être responsable et à rallier les Québécois sur ces questions-là. Quand Louise Arel dit qu'on ne peut pas être replié sur soi quand on veut faire un projet d'émancipation nationale, c'est pas à vous capable? Moi, je constate que le rapport ne porte pas sur le Parti québécois. Je constate que le Parti québécois a été constant pendant 5-6 ans. Et on va demeurer constant en étant responsable et en amenant des modèles Votre candidat, Stéphane Foguin, publié une longue publication Facebook où que j'ai pas vu. il parlait justement de la phrase là, sur la fermeture. Donc, est-ce que vous êtes pas sensibilisé le moindrement par les constats Bien, c'est un des fait. Oui Québec? Non, mais c'est un fait que le rapport ne porte pas sur le Parti québécois. Ça a été Est-ce que dit. ça veut dire que vous retenez rien? Il ne porte pas sur le PQ, mais est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rien? Bien, c'est-à-dire Ça que porte pas sur j'en le prends Parti. acte, je l'ai lu, mais je ne souhaite pas en rajouter. C'est un rapport qui ne vise pas le Parti Ça ressemble québécois. quand même au rapport que vous aviez déjà déposé. Il y a certaines orientations qui vont dans le même sens que vous aviez en 2017, non? Pas tant. Pourquoi? Pas du tout la même démarche, pas du tout non plus. Il n'y avait pas d'anonymat, c'était une démarche auprès des militants. Faisons pas des parallèles, mais ce que je vous dis, c'est que je l'ai lu. Puis, on est confiant que ce qu'on présente de manière constante et responsable depuis 5 ans a justement la capacité de rassembler, puis d'être parfaitement raisonnable et responsable en tout temps. Pour la filière 13, là. Oui. Je n'ai pas dit ça, au contraire, j'ai il dit- dit que je l'ai lu. Vous l'avez lu, il vous dérange pas, là. Quelle valeur vous accordez au rapport? Ben, c'est-à-dire que c'est un rapport parmi d'autres, puis on en prend acte. Parti souverainiste, est-ce que vous vous sentez interpellé par ce rapport-là qui s'adresse au mouvement souverainiste? Mais comme je vous dis, on a été constant, on a une approche qui est responsable et qui rassemble de manière constante. Attendez-vous à ce qu'on continue, là, puis qu'on soit constant, justement. Là. Donc, il va y avoir plein d'interlocuteurs, de rapports. On sait que... Donc, le Parti québécois ne contribue pas au repli sur soi. Non, au contraire, on a démontré qu'on peut étayer des politiques publiques de manière détaillée, des gros documents, plusieurs notes de bas de page, une réflexion qui est poussée, arriver avec un ton qui est parfaitement responsable, puis rassembler les Québécois autour de politiques. Au-delà avec de l'ajout partisane et de Québec solidaire, Parti québécois, tout ce qui se dit ici dans la scène du Parlement, le rapport, de ce qu'on comprend, c'est émane aussi de constats de la société civile.
qui, eux, regardent le mouvement souverainiste et font ces constats-là. Vous, comme figure de proue du mouvement souverainiste, parce que vous voulez former le prochain gouvernement, faire un référendum, comment voulez-vous contribuer à je ne sais pas, changer la perspective ou par rapport à ce qui se dit sur Mais comme je l'immigration? vous dis, puis ça a été spécifié par la présidente des Oui Québec, le rapport porte non pas sur le mouvement souverainiste, mais sur l'état de la société civile au Québec, selon la perception Donc, comme aspirant de premier personnes ministre, qui comment s'expriment de qualifiez-vous manière l'état de la société anonyme. civile? Une cinquantaine d'intervenants sur une base anonyme donnent leur opinion et ça ne vise pas le Parti québécois, donc je n'ai pas à commenter. Il s'en dit des choses dans la société civile. Je n'ai pas à commenter tout ce qui se dit dans la société civile, puis j'ai juste ce que je veux ce matin, c'est simplement réitérer que notre approche, elle est responsable, elle est consciente. Bien, je dirais, ils ont leur liberté de processus. Je n'ai pas à commenter ce qui s'écrit dans la société civile. Moi, C'est parce que j'ai ça l'impression vise que les pas. Oui Québec, Je commente c'est comme pas. une extension du Parti québécois, je me trompe? Oui, vous vous trompez, puis je n'ai pas à commenter tout ce que la société civile dit tout le temps, puis tout ce que les Oui Québec pourraient dire ou pas Donc, vous dire. rabaissez la portée de ce rapport-là. Non, tout ce que je dis, c'est qu'on est constant, on a toujours été responsable, puis on garde la même approche. Vous pensez quoi de la méthodologie? Vous pensez quoi de la méthodologie du rapport? Tu sais, sur le fait que ce soit anonyme. Je n'ai pas de commentaire. Êtes-vous sans reproche par rapport à la façon dont vous dirigez le mouvement souverainiste? Vous êtes l'inquisition espagnole. Non, mais je ne sais pas, parce que vous dites... Êtes-vous sans que- reproche? Avez-vous quelque chose à vous Ben, reprocher? vous dites, j'ai rien à dire Avez-vous sur quelque ce chose à confesser? rapport-là. Bon, peu importe. Je vous réitère ce que je dis, là. Il s'adresse à qui le rapport, finalement? Il s'adresse à qui? Vous dites qu'il ne s'adresse pas au PQ, il s'adresse à qui? Posez vos questions au Québec. Je n'ai pas été partie ni participant au rapport d'aucune manière. C'est rare que vous faites ça, mais vous avez lu vos notes même pour répondre à vos questions sur le Oui Québec. Pourquoi cette prudence-là? Pourquoi vous lisez vos notes là-dessus? Là? Ben, j'ai souvent des notes devant moi. J'ai Ouais, jamais fait un mais point de presse. Il y a c'est des fois, rare. je sais que vous aimez quand je fais des envolées de 10 minutes, puis je sais que ça vous donne du matériel. Mais simplement, je l'ai lu, puis je souhaite pas autre chose que... Est-ce que vous faites partie de ceux qui croient que Québec solidaire est derrière ça? Parce que j'ai vu un paquet de péquistes commenter ça sur les réseaux sociaux en disant que c'est QS qui est derrière ça. Ben, c'est-à-dire, j'ai lu certaines affaires sur les médias sociaux, mais le chef du Parti québécois ne peut pas commenter tout ce qui se passe de publications sur les médias Est-ce que sociaux. vous êtes de cet avis-là? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un rapport... J'ai pas d'avis à part le fait que le Parti québécois a le mérite d'avoir été constant puis d'avoir eu un ton toujours responsable sur un certain nombre de questions qui, oui, est différent d'un parti à l'autre, là, laïcité puis seuil d'immigration. Tout ce que je vous dis, c'est qu'il se passe toutes sortes de choses dans la société civile, mais nous, notre approche est constante, est responsable, puis ça va être la même puis notre constance... J'aurais une question, moi, si vous ne savez pas un mot jusqu'à maintenant. Pour M. Lacroix. C'est bon, ça arrive. Il est tout calme. On va le laisser poser une question. Il était prêt depuis un moment. Oui, c'est vrai qu'il était prêt. Est-ce que la culture québécoise et l'image du Québec, comme on le connaît là, traditionnellement, est menacée par l'immigration? Est-ce que la culture du Québec est menacée par l'immigration? Je pense que ce qui menace la culture du Québec en ce moment, c'est un modèle où les plateformes qui véhiculent la culture se sont tellement morcelées puis sont tellement sous des contrôles de structures étrangères qu'il y a des rendez-vous incontournables. Là. Vitrerie Joyal, je ne sais pas si vous avez commencé ça, là, mais moi, j'ai du fun. Mais tu sais, il y en a une qui est sur une plateforme, l'autre qui est sur une autre plateforme. Il y a des bijoux qui demeurent un peu anonymes. Donc, je pense qu'en termes de culture, en termes de causalité, la causalité principale sur le recul de la culture. Et l'image du Québec en général, le Québec comme on le connaît, est-ce que le Québec comme on le connaît est appelé à changer en raison de la forte affluence de l'immigration? Bien, c'est-à-dire qu'un gouvernement du Parti québécois va ramener un modèle constant et raisonnable de celui qu'on a connu toutes les années 90, 2000, 2010. Donc, il y a eu une dérive idéologique du fédéral, il y a eu des seuils incontrôlés pour lesquels on n'a pas consenti démocratiquement. François Legault s'en est plaint, mais n'a pas fait grand-chose, si ce n'est que de faire lui-même du recrutement à travers les programmes québécois. Mais au final, le gouvernement du Parti québécois, s'il est appelé là, à avoir une majorité, va ramener les seuils à des proportions équilibrées et historiques, là, c'est-à-dire des seuils qui fonctionnaient avant. Donc, il n'y a rien de menaçant à long terme. Danger à ce moment-là. Bien, c'est-à-dire qu'on va rétablir un équilibre à tous les niveaux. C'est un peu la même logique qu'on a au niveau du logement.
il y a un déséquilibre entre l'offre et la demande parce qu'on a accueilli énormément de personnes par rapport à notre capacité à construire. Mais si on rééquilibre les choses, tant sur le plan du logement que sur le nombre de personnes sur le territoire, viendra un moment où les premiers acheteurs vont enfin Donc, à nouveau pouvoir s'acheter quelque Donc, chose. dans une projection où il n'y aurait pas le Parti québécois qui serait au pouvoir, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un risque pour que le Québec se transforme en raison de l'immigration? Bien, il y a plusieurs risques si le Parti québécois n'est pas au pouvoir. On a appris que Charles Milliard ne reconduirait pas la laïcité. Là. Il ne protégerait pas la clause dérogatoire. Puis on sait que les chances que ce soit invalidé par la Cour suprême sont élevées. Donc oui, il y a des scénarios où les fondamentaux de la différence québécoise sont mal protégés au cours des prochaines années si ce n'est pas le Parti québécois. Mais est-ce que je t'inquiète? Moi, je suis assez optimiste que ces questions-là vont se régulariser avec une approche qui donne le moins de choc possible à la société, mais qui replace un équilibre là où il y a eu un déséquilibre, tout simplement. On tente sur un autre sujet, si on a terminé, sur, parce que là, vous aspirez à devenir premier ministre. Qu'allez-vous faire avec le télétravail si vous devenez premier ministre? Hein, vous voyez comment ça a du mal en ce moment, le retour au bureau 3 jours semaine. Ça passe difficilement dans certains ministères, auprès de certains employés. J'aimerais vous entendre comment vous allez gérer ça. Je n'ai pas d'évaluation en ce moment des répercussions de ce retour. Donc, je n'ai pas assez de données pour vous arriver avec une politique publique réfléchie. Mais vous avez raison de dire que c'est un sujet pour lequel on devra avoir une position lors de l'élection minimalement. Mais ça vient quand même juste d'arriver, là. J'ai pas de données ou d'évaluation en ce moment. Sur l'effectif de l'État, est-ce que votre position est toujours la même, c'est-à-dire que vous voulez réduire l'effectif de l'État? Oui, la taille de la bureaucratie sous la CAQ a cru par 23-24 % pendant que la population a cru par 8 et 9 %. Et quand on se pose la question, mais pourquoi on n'a plus les ressources pour offrir des services terre à terre à la population? Mais un des facteurs, à l'évidence, le pire étant le gaspillage d'Ottawa. Mais en plus, tu rajoutes une couche de bureaucratie qui n'existait pas avant. Ça coûte des sous, cela, là. Donc ça, c'est clair, j'ai été constant, puis c'est vraiment évident que l'objectif, c'est de rétablir la confiance envers les services publics. Et pour rétablir la confiance envers les services publics, ça prend des ressources qui, en ce moment, vont ailleurs. Il faut se recentrer sur les missions principales de l'État si on veut maintenir la confiance et le lien avec la population. Donc, réduire l'effectif de l'État. Bien, c'est-à-dire réduire la bureaucratie, les contrôles bureaucratiques, mais ça va avec l'invention de mobilité infra, Santé Québec, il y a plein de... Donc, on est en train de faire cette évaluation-là. Ça va être partie intégrante de la campagne électorale. On the WE report, the headlines and the report said basically that we replaced the word pride. I'm sorry for that. There's just no air. Okay. You want to open the door? Ça s'appelle le trou, Yeah, you can open the door, but there's no oxygen. There's something wrong with the ventilation. Allez-y, I'm sorry for that. Désolé. So the report of the WE on the independence movement, we had the words closure. Don't you feel that the Parti québécois, which is the leader in this movement, does have a responsibility that the independence movement is more towards closure than pride since you're there? No. So I don't, we are not, first of all, it's not a fact, it's opinions in a report. And if you ask me, are those opinions related to the Parti québécois, my answer is no, they are not related. And the spokesperson in the report itself says it's not related to the Parti québécois. It's an analysis of the current mood in Quebec society, and may I restate that the government over the past 7 years has been a government of the CAQ. On Alberta, I don't think we heard your reaction since Danielle Smith announced that she'll start the process for a future and potential referendum. How do you react about this? What's happening in Alberta? I'm kind of surprised at what Carney said. Mark Carney seemed to be willing to give many things to Alberta in exchange for some peace. And I think the Premier of Alberta, Danielle Smith, is just doing her job as a Premier, saying that, of course, they are free to consult their population, and of course, they're a parliament free of making any laws that they deem fit, that the
deem fit to for their objectives. So for Mark Carney to all of a sudden start saying that it's a bluff, it's dangerous, I think it's really out of line, and I'm not sure where that is heading. But let me make clear that in the case of Quebec, our laws are clear. The history of the two referendums are very clear. We are free to consult our population at any time, and there's no blackmail or any comment that will change that principle. And I'm pretty sure that it's the same reasoning in Alberta right now. And what about the climate? I want to ask you about this meeting about energy drinks. If the government tables a bill to ban the sale of energy drinks to persons under 16, we had the parents of the boy who died, who appeared here and made a plea. What would be your position on that bill? Of course, if we can help and do something about the health and the security of youth, we will do it. But may I just state that they have been sleeping on a report for 3 years, and all of a sudden they wake up and they're going to try to make a bill in the few weeks that are left. This is not normal. So would I block anything because of that? Of course not, because it's about the health of young people. But it's not normal that they slept on the switch for 3 years and then they're going to try to pass a bill within 2 weeks. Typically CAQ. Just a clarification, one last clarification. The fact that there is a possibility that Mark Carney can use the Clarity Act with the case of Alberta. Good luck with Would that. that be a possibility in Quebec, or is it fair or unfair to Alberta? Well, it's not a possibility of in Quebec for two reasons. First of all, we've got a clear bill, Bill 90, a clear law, 99. And there's also a jurisprudence applicable. So you can't just change the rules because you want to abuse your power to win. I mean, you can't say in a hockey game, I have got news for you, there's no blue line anymore, just because I decided so. So there's been two referendum, and the principle of 50+1 has been recognized. All things have been recognized, and there's no validity to any attempt of abuse of power coming from Ottawa. I assume that the reasoning will be the exact same in Alberta, although we have to be careful because their process is actually very different. So they have a law that requires a certain amount of signatures in a certain process. We don't have that. So we need to distinguish those two contexts. But in terms of end result, I think the principle of self-determination will govern both Alberta and Quebec. Merci.